J'ai 10 ans. Nous sommes à la fin de la guerre. Les Allemands ont quitté Perpignan. Nous sommes revenus à Collioure. Mon père dit qu'avec les restrictions, il faut cultiver le jardin. Comme ça, au moins, on ne mangera pas que des patates à tous les repas. Alors, avec mon frère, on s'y est mis. En bêchant, je sens quelque chose qui résiste, quelque chose de dur. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte, c'est un trésor. Je creuse tout autour. Au-dessus, c'est une tuile, et en dessous, un paquet en papier. On enlève la tuile, et dans le paquet en papier, il y a un paquet en carton. Vous savez, un carton tout rond de lait. Pas de doute, c'est un trésor. J'ouvre le paquet et je vois que ce sont des photos. Alors, je vois ma mère, je rentre dans la maison, je vois ma mère, je lui dis, regarde ce que je viens de trouver. Donc, ces photos ont été dans l'oubli pendant pas mal de temps. Et ce n'est que lorsque l'Espagne s'est libérée de Franco que ma mère a osé les sortir devant des parents ou des amis qui étaient intéressés par la retirade. Ces photos ne nous appartenaient pas, puisqu'elles étaient signées par Moros. Un beau jour, un grec tuban me téléphone en me disant qu'il me faudrait, si possible, quelques photos. Alors, comme c'était un jeune, je me suis dit, un jeune écrivain qui commençait. Alors je lui dis, écoute, si tu découvres quelqu'un qui est apparenté avec Moros, j'ai les photos de Moros. Salut petit. Grégory Tuban, journaliste et historien. Alors ces photos posaient beaucoup de questions. Tout d'abord parce c'est une série de reportages. Le principal problème, c'est que nous ne disposions pas des négatifs. Donc nous n'avions pas l'ordre exact des prises de vue. Ce n'était que des tirages. Et sur ces tirages, très peu d'entre eux étaient légendés. Donc il a fallu reconstituer le parcours, reconstituer les lieux où ont été prises les photos, et la plus grande difficulté a été de reconstituer les dates auxquelles ont été prises les photos. Donc mon travail d'historien a été justement d'expertiser en quelque sorte ces photos au regard de l'exode qui intéresse le sujet, c'est-à-dire l'exode depuis la frontière, depuis Cerbère jusqu'au camp d'Argelès. L'histoire de cet exode commence en juillet 1936. La République espagnole est attaquée par ses propres militaires. À la tête de ce coup d'État, un officier d'extrême droite, le général Franco. Beaucoup de républicains sont exécutés ou emprisonnés, alors que d'autres se retrouvent sur les routes de l'exil. Plus de 450 000 réfugiés passent la frontière française. C'est l'un des plus grands exodes de l'histoire européenne. Nous sommes en février 1939. Donc j'ai découvert ces photos qui étaient non légendées pour la plupart, qui étaient signées donc de Moros, de Manuel Moros. Je ne savais pas qui était Manuel Moros. En tout cas, on ne savait pas où étaient ses descendants et à qui appartenaient ces photos. Et c'est bien plus tard, dans le cadre d'un catalogue d'une exposition sur les brigades internationales, que j'ai vu publier certaines de ces photos, 2 il me semble, et j'ai pris contact avec l'historien qui avait participé à ce livre, qui m'a dit, écoute, ces photos sont celles de l'oncle
d'un collègue, d'un universitaire d'Aix-en-Provence, Jean Pénef, qui est sociologue. Et donc j'ai pris contact avec Jean Pénef. Ça m'a permis de découvrir une autre partie du fonds et on a pu récupérer les droits et demander l'autorisation de publier ces photos dans un catalogue éponyme suite à une exposition. Oui, Moros, qui est mon oncle, qui était mon oncle, et que j'ai vu à l'âge de 3 ans pour la première fois. J'ai découvert, mais je ne me souviens pas bien, que Manuel me prenait en photo sous toutes les faces et toute la journée, et que j'ai d'ailleurs une centaine de photos de moi enfant. Moros est un homme du regard. Il aime regarder. Et quand il est en silence, il regarde les visages, il regarde les intérieurs, il note tout. Il a un négatif dans la tête, enfin, et il a une mémoire visuelle extraordinaire, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Une mémoire visuelle, il peut décrire un paysage ou un personnage avec ses habits longtemps après. Donc c'est un homme de l'œil, du regard. Et pour ça, il faut être silencieux. Il faut regarder, il faut être silencieux, pas dispersé. Et il me montre donc qu'il y a une façon d'interpréter les choses qui vient non des mots, mais de la manière dont les yeux arrangent la vision, dont sélectionne, met en avant, élimine sur les bords, etc., se concentre sur une personne, une action. Toujours un principe comme ça, c'est le principe de ces photos. Un homme, une action, etc. C'est une très belle photo qui a fait presque le tour du monde, là. Ils sont derrière la barrière, la chaîne là, qui fait la différence donc, entre les deux pays. Ils attendent que cette chaîne s'ouvre pour aller se réfugier. Cette femme tient un enfant. Et d'ailleurs, il y a une mère et les 2 filles. Mais on voit bien que c'est la mère et les 2 filles, elles se ressemblent. Tu regarderas les cheveux. Elles prennent la tramontane en pleine face. Et elles ont toutes les cheveux, les habits rabattus sur l'arrière, etc. Ils sont là, face au vent, mais face à la liberté. Que cette liberté s'ouvre enfin, que cette barrière tombe. Hébergez-nous, permettez-nous de survivre. On vous implore. C'est une très belle photo qui mélange les générations et qui mélange le regard avide, l'attente. C'est des photos de guerre qui signifient, non pas on veut, non pas on supplie, mais on attend. On a de l'espoir. Moros a déplacé le rôle de la photo de guerre. Au lieu de faire de la grande photo de guerre, c'est-à-dire des événements guerriers, au lieu de faire la bataille, au lieu de faire le matériel, au lieu de faire les postures, etc., il va regarder les effets de cette guerre, effets immédiats, indirects, latéraux. Il va regarder ça. Il va regarder le réfugié à côté qui s'enfuit. Ces photos de guerre sont extraordinairement antimilitaristes. Moi, je vois qu'il prend de belles photos optimistes d'enfants. Il montre des enfants qui sont dans les camps enfermés ou qui arrivent, mais qui vont faire une société nouvelle, qui vont faire une société, comme je l'ai dit, franco-espagnole dans le sud-ouest. J'ai dit, mes camarades de classe de mon école primaire, il y a autant d'Espagnols que de Français, il y a plus d'Italiens que de Français, il y a des Polonais, des enfants de Polonais, il y a des Russes blancs. Ce sont des enfants qui sont des victimes de guerre, mais ils vont se relever. Ils sont forts, ils sont durs, ils se sont endurcis, ils vont se relever, ils vont fabriquer un midi à la culture occitane qui va être ce qu'on m'a appris, l'indépendance de pensée, le sens critique.
La richesse de ce fond, outre une qualité iconographique indéniable, puisque c'est un bon photographe, la richesse de ce fond, c'est de montrer tout un tas de paramètres de l'exil. C'est-à-dire, ça va être la foule, ça va être la frontière, ça va être la marche, ça va être les camions militaires, le matériel, ça va être les soldats, ça va être les enfants, puisqu'il y a une série très importante dans son fond qui concerne des enfants, qui sont les enfants d'une colonie, qui sont évacués. Manuel Moros ne va pas se contenter uniquement de témoigner. Il va aller plus loin, c'est-à-dire qu'il va prendre son appareil photo à plusieurs reprises et il va y avoir un engagement. On sent bien qu'il y a un engagement dans Manuel Moros. D'ailleurs, il y a un engagement politique, on l'a su plus tard, puisque c'était quelqu'un qui était proche des milieux libertaires, en tout cas du moins dans ses idéaux profonds. Donc je pense qu'il s'est lui-même rendu en Catalogne durant la guerre civile et avant la guerre civile. Donc il y a chez lui, je pense, une forme d'empathie avec ce qui se passe, le drame qui se noue, c'est-à-dire la fin d'une république, l'avènement du fascisme et la fuite quelque part de gens qui ont combattu pour la liberté le touche. Et on sent bien qu'il est touché et que le photographe, le témoin, va aller plus loin que la simple prise de vue de quelque chose qui se passe au pas de sa porte. Puisque Manuel Moros va être l'un des rares témoins extérieurs, non photographe professionnel ou non militaire ou non gendarme, à photographier le camp d'Argelès. La photo de Moros qui m'a le plus marqué, c'est un soldat qui est sur son cheval. On ne sait pas si c'est un officier ou je pense que c'est un officier qui est un peu en contre-jour et qui est sur la place d'Argelès. Elle est intéressante puisqu'on le voit sur son cheval, donc quelque part il est à la fin d'une course. La fin de la course, c'est la fin de la guerre. Il est sur la place d'Argelès et on voit derrière les Pyrénées, en tout cas le massif de l'Albert, qui matérialise la frontière. Et cet homme qui se retrouve là, il vient visiblement d'arriver, puisque les chevaux, ensuite, on le sait, dans les camps, ont ensuite été regroupés, et donc ont été enlevés à leur propriétaire, ou du moins à leur cavalier. Et donc ce soldat ou cet officier va se retrouver sur la plage, et il va y rester un certain nombre de temps, on ne sait pas qui il est. Et c'est la fin d'une course. Ça va être une des images qui va être commune à plus de 100 000 personnes, qui vont être internées sur le sable d'Argelès, et qui vont voir derrière eux, en fond, les Pyrénées, qui matérialisent cette frontière qu'ils ont passée à la fin du mois de janvier, au début du mois de février 1939, et pour certains, qu'ils ne repasseront qu'à la mort de Franco. Il y a plusieurs types de photographes lors de la retirade. Tout d'abord, il y a le photographe de presse, donc on pense aux plus connus, Capa, Chim. Ensuite, il y a les témoins. Manuel Moros fait partie de cette catégorie, de la catégorie des témoins. Photographes, témoins ou professionnels, ils vont tous bénéficier de nouveaux outils. Dans ces années 30, des appareils plus petits, plus légers et plus rapides voient le jour. Il y a le fameux Leica, mais aussi le Rolleiflex ou le Minox. Fini les trépieds et le temps de pause interminable. La photo est instantanée. Cet appareil, léger comme une arme de poing, révolutionne la vision du monde. Il raccourcit le temps, diminue les distances. Le public est invité à parcourir depuis chez lui les scènes de guerre et de révolution comme celles de son propre quotidien et à changer son regard sur le monde. Le récit photographique vient de naître. Françoise de Noyelles, historienne de la photographie et commissaire d'exposition, et je travaille sur la photographie du XXe siècle. La photographie, c'est pour ceux qui ne savent pas lire. C'est-à-dire, nous, l'élite, nous sommes des gens du texte. Mais la photographie, c'est un média populaire. Elle est d'ailleurs restée un média excessivement populaire. Pour fournir ces illustrés, au départ, on a des photographes d'agences. Les agences arrivent à Paris, s'installent vers 1900, et là, on a des agences, mais les photographes d'agences, ils arrivent avec des appareils à plaques et un magasin en bois dans lequel on met des plaques, et en général, un reportage, c'est 2 photographies.
Et puis arrivent des hommes qui, eux, n'ont pas du tout cette pratique. Et eux ont de petits appareils, mais il faut bien considérer qu'ils sont extrêmement chers. À cette période-là, les gens n'ont pas de plan, de carrière. Capa, d'abord, il voulait être journaliste et puis il est embarqué dans la photographie. Et en 1939, il propose à Willy Ronis de partir faire un film. Donc, il voulait aller faire du cinéma. Cartier-Bresson aussi très vite s'est intéressé au cinéma. En Espagne, il ne fait pas de photos, il fait un film. Donc, ce sont les opportunités qui vont décider un petit peu de leur devenir, de leur avenir. Armés de leurs nouveaux appareils, les photographes vont s'engager dans la guerre d'Espagne aux côtés des républicains. La photographie va s'inscrire en temps réel et donner une vision instantanée, diffusée presque aussitôt. Un métier vient de naître, photographe de guerre. Une nouvelle économie se met en place. Les magazines de photoreportage se vendent à des milliers d'exemplaires. L'image est au cœur de la guerre et au cœur de l'actualité. Capa, eh bien, il devient photographe et ensuite il va aller de guerre en guerre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a l'opportunité de partir en Chine. Il y va, il revient en Espagne. Ensuite, eh bien, il ne peut pas rester en France. Que fait-il? Il part, mais pour gagner sa vie, il y a la guerre. Donc, où est-ce que je vais aller gagner ma vie? Eh bien, en faisant de la photo de guerre. C'est un peu, il y a des choix, mais il y a aussi des opportunités. Alors effectivement, tout le monde ne devient pas reporter de guerre. Les photographes catalans, eux, ont été plus impliqués personnellement. Je dirais que Capa, il était impliqué idéologiquement, c'est-à-dire qu'il était du côté de la liberté, du côté des républicains, il était plutôt, je pense, anarchiste que sur un versant communiste, mais en tout cas, il était dans le camp de la liberté. Il avait fui la Hongrie au nom de la liberté. Au bout du compte, on l'avait expulsé pour son implication dans des manifestations démocratiques. Les Catalans, eux, c'est leur pays, c'est leur vie, c'est leur famille, c'est leur travail, c'est ce pourquoi ils avaient des espérances qui brusquement est modifié et ils vont se mettre à faire des photos dans un cadre qui est beaucoup plus personnel. Teresa Ferrer, journaliste et historienne de la photographie. Centelles n'est pas comme les photographes étrangers qui arrivent comme reporters de guerre. Centelles et les photographes barcelonais sont des témoins de leur propre guerre. Centelles a grandi dans les rues de la vieille ville, dans lesquelles il prend des photographies le 19 juillet. Il photographie les bombardements du quartier où il a grandi. Avec l'appui d'Hitler et de Mussolini, Franco bombarde Madrid. La ville refuse de se rendre. La résistance s'organise. Les journalistes témoignent dans le monde entier de cette barbarie en marche. La guerre des images a commencé. Grâce aux innovations techniques et aux petits appareils photo comme le Rolleiflex, le mythique Leica ou d'autres marques, pour la première fois durant une guerre, le langage photographique se modernise. Le photographe peut s'approcher davantage et accroître le côté spectaculaire de ses images. C'est l'époque de la mise en scène et du spectaculaire.
Les médias demandent du spectacle. Durant la guerre, déjà, la photo était spectaculaire car il y avait une compétition avec la radio et le cinéma sonore. On demande du spectaculaire aux photojournalistes de photos fixes et cela se poursuit dans les images de la frontière et de l'Exode. De la frontera i amb la imatge de l'Èxode. L'image de la femme pleurant sur le cadavre de son mari au cimetière de Lérida est la plus connue. Elle fait partie d'une série de 70 images dans lesquelles il y a beaucoup de photos de cadavres d'enfants. Il y avait eu un bombardement dans une école. Centelles a toujours refusé de les publier et je crois qu'il avait raison, car elles sont très dures. Elle montre des enfants détruits par le bombardement. Il a reproduit une icône avec cette femme qui fait écho à la Vierge. C'est une icône très puissante. Et dans cette même série la plus émouvante, c'est la photo d'une mère pleurant sur les cadavres d'un enfant. Je crois que c'est la série la plus crue. Centelles est communiste. Centelles est communiste. Il est membre du Parti socialiste unifié de Catalogne. Il a travaillé pour les organismes officiels du gouvernement républicain. Il est clair que Franco va exercer des représailles sur lui s'il reste à Barcelone. Il doit fuir, car il est repéré politiquement. Franco fixe dans une loi l'obligation pour les photographes de donner toutes leurs archives depuis 1936. Le matériel est confisqué. Nous avons perdu beaucoup de fonds documentaires. Pendant 3 ans, Centelles a photographié la guerre, mais il doit partir de Barcelone et prendre son propre chemin d'exil. Dans son journal, il écrit qu'il lui est impossible de prendre des images. C'est l'un des moments les plus saisissants de son histoire personnelle. Tout se perd, tout s'abandonne. Combien de foyers détruits aujourd'hui, et probablement pour toujours. Quel tableau sur la route. J'en ai la gorge nouée. Mon esprit de journaliste a disparu, et je ne sens aucun courage pour faire une photo du haut de mon camion, et ne parlons pas d'en descendre. Dans l'œuvre de Centelles, l'image des camps est la partie la plus importante de son travail. Il y a eu beaucoup de photographes durant la guerre, mais combien sont photographes à l'intérieur d'un camp? Très peu. Robert Capa et Manuel Moros les visitent, mais ils repartent. Centelles y est détenu. Il est interné. Et il prend environ 600 images de février à septembre 1939. Il montre le quotidien des réfugiés de Bram. C'est ce que j'ai étudié en premier, car j'ai trouvé cela exceptionnel. Dans mes recherches, je n'ai trouvé aucun autre photojournaliste catalan qui ait pris des images de l'intérieur des camps. Fotos de camps des de dins. Je crois qu'il y a beaucoup à faire sur la photographie des camps, mais c'est difficile de trouver des fonds aussi remarquables que celui de Centelles.
treballava per al govern. Lui, il est sorti avec sa valise pleine de négatifs, mais aussi avec du matériel photographique. Il y a ensuite sa technique, son génie et les compagnons qui l'aidèrent à monter un studio de développement photo dans son baraquement pour fabriquer les images dans le camp. Tout ça est très important. Però crec que és molt important això. Maintenant, Agustí Centelles est prisonnier sur la plage d'Argelès. Le photographe a rejoint la foule des exilés anonymes. En franchissant la frontière, avec sa valise de photos à la main, il a échappé à Franco, sauvé sa vie et celle de tous ceux qu'il a photographiés. Hiver 39. La tramontane glace les corps brisés à la dérive. La population de la Catalogne va tripler en quelques jours. C'est la retirade, l'exode de tout un peuple. Les routes, les trains, toute la région est bloquée. La Catalogne est isolée du reste du monde. Quand je suis arrivé à la frontière, le gendarme a dit « Tiens, voilà un rouge ». Il m'a dit « Montre-moi tes mains ». Je lui ai dit « Pourquoi ?» Il m'a dit « Pour voir s'il y a du sang dessus ». Arrivé au Pertus, dans une rivière, il y avait un cheval mort. Les gens prenaient de la viande pour l'emporter et la manger. Quand nous sommes arrivés sur la plage, nous avons creusé un trou dans le sable pour nous abriter. C'était tout ce que nous pouvions faire. Pris dans cette marée humaine, les photoreporters ne peuvent plus envoyer leurs clichés à leur rédaction. C'est à Perpignan, la capitale de la Catalogne française, qu'ils vont trouver le moyen de diffuser leurs images. L'histoire du photojournalisme va prendre un tournant définitif au cours de cette guerre d'Espagne. Éric Forcada, historien de l'art, commissaire d'exposition, spécialiste de la création concentrationnaire. La retirade, donc, après la chute de Barcelone, donc le 26 janvier 1939, provoque l'afflux massif donc, de réfugiés sur la frontière et sur l'ensemble donc, de la Catalogne du Nord. On parle de 475 000 personnes sur un territoire qui comptait 200 000 habitants. Donc si on ajoute les 80 000 gardes mobiles qui étaient venus, puisqu'on était en train de vivre un état d'urgence, et par ailleurs même un couvre-feu, et il a été évoqué la possibilité d'avoir un état de guerre, en tout cas annoncé par la préfecture. Donc on passe 475 000 réfugiés, 80 000 gardes mobiles, 20 000 représentants des différentes organisations de solidarité. On passe un territoire entre 600 et 800 000 habitants. C'est-à-dire que la population est multipliée par 3, voire par 4. Ce qui va provoquer, en tout cas, une explosion du central téléphonique de Perpignan. D'un autre côté, l'ensemble des trains qui partaient de ce territoire étaient, eux, réquisitionnés pour pouvoir, en fait, désengorger cette plaine du Roussillon et pouvoir voir sur ces 475 000 réfugiés, près de 150 000 qui seront déplacés vers l'intérieur de la France dès le premier mois de février. En ce mois de février 1939, juste avant de basculer dans la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement français, dirigé par Édouard Daladier, doit faire face à l'inquiétude de la population devant la montée des périls, dont la presse régionale comme nationale se fait l'écho. Le rejet des réfugiés républicains gagne, en Catalogne Nord, comme dans toute la France. La population voit en eux des vecteurs d'épidémie, mais aussi des propagateurs du communisme et de l'anarchie. À Perpignan, il y a eu aussi une chasse aux réfugiés, donc le couvre-feu permettait de voir qui était à l'extérieur en soirée, donc la possibilité d'amener ces personnes errantes vers des camps de concentration, particulièrement le camp de concentration des Haras à côté de la gare de Perpignan pour une évacuation. D'un autre côté, les citoyens eux-mêmes étaient bloqués
puisqu'il ne pouvait pas sortir. Donc on a très peu, par exemple, d'images, de photographies de Perpignan en 1939. C'est une ville assiégée, prise, et avec un contrôle absolu des autorités publiques. Donc les photographes travaillent pour la majorité pour des agences, et il faut dire qu'à Perpignan, il y a un personnage central qui est Auguste Chauvin, qui lui est correspondant local à la fois de France Presse, donc cette agence photographique, et de Wild World Photo for the New York Times. Donc il va, lui, puisqu'il possède, et c'est le seul sur la Catalogne du Nord à posséder un bélinogramme, va jouer le rôle de relais pour faire en fait la diffusion de ces images vers les rédactions parisiennes. Donc la majorité des images qu'on peut avoir sur la période du mois de janvier, donc du 26 janvier au 31 janvier, passent quasiment toutes exclusivement par les studios Chauvin à Perpignan. Auguste Chauvin, le photographe de Perpignan, est devenu l'homme incontournable. Dans son studio, il est le seul à pouvoir développer et envoyer une photo à l'autre bout du monde en une quinzaine de minutes, grâce au bélinographe qui utilise la ligne téléphonique. Mais il va aussi prendre ses propres clichés et les envoyer aux agences. Comme Capa, Chim ou Tarot, Chauvin est à la une des journaux. Donc, quand il s'installe à Perpignan, Auguste Chauvin va se spécialiser dans la photo sportive. La photo sportive est très exigeante. Elle demande plusieurs éléments qui préfigurent en fait la photo des années 30. À la fois, il faut réussir à capter un moment concret, précis, qui synthétise l'enjeu du match ou le moment tournant d'un match. Produire ce même cliché, le développer de manière tout aussi rapide, puisque les journaux en ont besoin. Donc toutes les étapes de conceptualisation, de prise de vue, de développement et d'envoi sont contenues donc dans cette pratique de la photographie sportive. C'est ce qu'on va demander quelques années plus tard à tous les photojournalistes, de pouvoir penser, synthétiser, développer et diffuser au plus vite. Donc on est vraiment dans une guerre du temps, puisque les journaux, dans les années 30, vont demander d'être aussi rapides que la radio et aussi visuels que les informations cinématographiques. Donc on arrive à voir, par exemple, une revue comme Match, qui jusqu'en 1938 était une revue de sport, devenir, en 1938, une grande revue généraliste illustrée. Donc on voit que le sport, contrairement à ce qui peut être avancé dans les différents ouvrages, a contribué à avoir un nouveau langage apparaître dans le photojournalisme. Comme Capa le préconisait, pour un journaliste sportif, il faut aller au plus près de l'action pour pouvoir mieux la représenter, la rendre plus lisible. Donc quand Chauvin, en 1939, voit arriver donc, la retirade, il va mettre en place une écriture qu'il a pratiquée en tant que photographe sportif, aussi en tant que localier d'actualité politique, et donc il va magnifier aussi ces vaincus qui arrivent, essayer de les dessiner au mieux, de les rendre lisibles, de les rendre compréhensibles, en essayant de faire des images de synthèse. Donc cette production, pour la rendre d'autant plus lisible, il fallait lui donner une incarnation, donc une carrière, et donc relire effectivement ce qui a motivé Chauvin, quelle était son idéologie, quelles étaient les dimensions de son commerce, quelle était son implication dans la vie sociale de la Catalogne, tellement d'éléments auxquels on n'avait pas de réponse qu'un travail a dû être entrepris. Donc effectivement, j'ai cherché, j'ai trouvé.
Annie Lorda, petite nièce d'Auguste Chauvin. La rencontre avec Éric, alors c'est pas, mais elle a été formidable puisque tout de suite j'ai vu qu'il connaissait la valeur du travail de mon oncle, qu'il savait ce que c'était, qu'il connaissait très bien au niveau historique cette période-là et qu'il pouvait faire ça. Donc j'ai foncé, il a foncé et voilà, la rencontre. Je voulais que cet homme, comme je le dis, soit reconnu. Enfin, il ait une reconnaissance qu'il n'a pas eue de son vivant. Et puis derrière, quand on la regarde, c'est à ma petite femme chérie, avec tout mon amour, Perpignan le 28 février 1940, date à laquelle je vais rejoindre mon corps, le cœur bien gros de la quitter, Auguste Chauvin. Donc là, on le voit, il se fait un autoportrait, bon, magnifique en tout cas. Voilà, et c'est en ouvrant ces cartons, un peu au hasard, qu'on a découvert des choses inédites, quand même, des négatifs inédits. Bon, de la retirade, et puis d'autres, des photos de paysages magnifiques, enfin des choses très diverses. Et en fait, à mon insu, je suis devenue un peu la mémoire de ce monsieur, donc Auguste Chauvin, parce que j'ai été la seule à conserver ce qui restait. Hein, parce qu'il a des neveux qui étaient directs, ses neveux directs, qui ont vendu notamment tous les clichés, toute la retirade, tout ça, ça a été vendu aux archives, etc. Et moi, j'ai ces cartons et ces valises qui, de déménagement en déménagement, m'ont suivi ou que j'ai fait suivre. Celle que j'ai beaucoup aimée, moi, personnellement, c'est la photo des deux femmes avec leur enfant. Elles sont assises là, avec leur gamin, qui est très beau d'ailleurs. Et puis, je trouve que cette photo-là, j'ai toujours dit un caractère d'universalité. Parce que c'est une photo de la retirade, mais elle pourrait être de maintenant, avec tout ce qui se passe, avec tous les gens qui sont obligés, qui quittent leur pays. Elle a un côté universel, je dirais. Donc il y a deux photographies qui sont assez symboliques. Une première qui est faite le lendemain en fait de la chute de Barcelone, où en fait une autorisation est donnée de passage de la frontière aux femmes et aux enfants. Donc cette photo très construite montre une dame plutôt bourgeoise, très apprêtée, avec son enfant dans les bras, et derrière donc on a les deux nurses qui suivent avec donc tout le nécessaire. Et je trouve qu'elle est importante parce qu'elle nous montre qu'en fait toute la population a été touchée. Souvent on réduit la guerre d'Espagne à une guerre idéologique droite-gauche, ce qui est une erreur puisqu'on est plutôt sur démocrate et donc fascisant. Et donc là, on voit effectivement que même une grande dame est obligée de remonter jusqu'à la frontière pour passer donc avec ces deux nurses qui s'occupent de son enfant. Donc là, effectivement, on casse le schéma. Et la seconde photo que je mets en comparaison, puisqu'elle est importante aussi, c'est ce même lieu, où 100 mètres un peu plus bas, où on voit une marée humaine de jeunes enfants, de femmes passant la frontière ou attendant en fait que la frontière soit ouverte, puisqu'elle était ouverte à des heures bien précises, et on les voit passer avec le poing levé, donc étant fiers, ne voulant pas être vaincus, voulant continuer le combat parce que le combat devait continuer, et à quel point ils avaient raison en tout cas, et de voir en fait cet attachement, de devoir quitter un pays, mais en tout cas ne pas abandonner une cause. Se saisir d'une photographie de Chauvin, c'est avoir une partie de mon histoire qui est révélée, de l'histoire de mon territoire aussi. Chauvin sera le photographe de la libération de Perpignan.
Je crois que le moteur qui pousse ces recherches-là est le fait de se dire qu'on a une réalité cachée et qu'il faut à tout prix la révéler. Révéler parce qu'elle est en tout cas un apport pour notre réflexion propre, mais aussi en résonance avec une mémoire collective. Je crois que nous sommes en Roussillon, en Catalogne du Nord, que les images touristiques se développent énormément, se sont développées énormément, et que sous ce sable aussi, il y a une autre histoire, et cette histoire est importante au regard de l'histoire de l'humanité. Donc il faut révéler ces images-là pour que le public prenne conscience et qu'enfin nous arrivions à une mémoire collective qui ne soit pas caricaturale, mais en plein dans la réalité. Ce patrimoine-là ne peut pas rester dans la collection d'un particulier. Donc l'idée est venue, en tout cas, d'aller voir Mare Nostrum, qui est un catalogue développé. C'est une maison d'édition qui, depuis près de 15 ans, publie des livres sur la retirade, de pouvoir faire un ouvrage qui puisse retracer, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent, l'impact, ou en tout cas le travail des photojournalistes pendant la retirade. Pendant la guerre d'Espagne, il y a de nombreux ouvrages qui existent, puisque de toute façon, le photojournalisme et la guerre d'Espagne sont quasiment indissociables. Mais en tout cas, un des derniers épisodes qui était la retirade était resté vierge de toute recherche et de toute communication. Donc avec Philippe Salus, nous avons commencé à travailler à cet ouvrage-là, qui soit à la fois didactique, mais qui permette aussi d'analyser cette situation bien spécifique de février et 1939. Philippe Salus, éditeur, créateur des éditions Mare Nostrum à Perpignan en 1992. J'ai eu vent de la retirade, j'avais 16 ans, donc c'était 1973, 2 ans avant la mort de Franco. J'étais sur la plage de Saint-Cyprien. On était en hiver, en janvier ou en février, oui. Il faisait une tramontane glaciale et j'étais avec ma première petite copine et sa mère, un adulte, qui nous a expliqué ce qui s'était passé sur cette plage en 1939. Et j'avais 16 ans et elle expliquait qu'on avait mis là des gens, des familles, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, sans rien, et qu'ils avaient dû improviser, tenter de vivre là par un temps identique au temps qu'il faisait ce jour-là. Et je sais pas, ça m'a interloqué, j'y ai repensé très souvent après, comment on peut faire pour essayer de vivre sur une plage en plein hiver ici quand la tramontane glaciale souffle. Comme je suis pied noir, j'ai eu un petit moment difficile avec ma famille quand il a fallu rentrer d'Algérie en France. Alors peut-être que ça me parlait inconsciemment, bon, même si c'était pas du tout, ça s'est pas fait du tout de la même manière, mais ça me parlait peut-être inconsciemment, quoi, voilà. Quand on est éditeur indépendant et qu'on fait ça par passion, la plupart du temps, très souvent, on est quand même en empathie, heureusement. Être éditeur, c'est se mettre au service d'une idée, d'un texte, d'un témoignage. C'est ça, hein, être éditeur. Là, c'est sûr que quand on publie ça, on est pleinement dans son rôle. Les images de ces hommes, jetés sur les routes de Catalogne, vont forcer le lecteur à ouvrir les yeux. La puissance de ces clichés suscite une nouvelle fonction pour la photographie. Alerter, dénoncer, réveiller les consciences. Le photographe s'engage, il passe du côté des vaincus et il va inciter le lecteur à se révolter, s'indigner. Au centre de ces clichés, il y a des hommes dans le chaos du monde, vaincus et magnifiques. Ils sont devenus un sujet majeur du photojournalisme, une icône. Les républicains espagnols furent les premiers en Europe à faire la une. Ils ont ouvert la voie à d'autres images qui choqueront les regards et feront bouger les mentalités,
comme celle de cette petite fille qui a permis de dénoncer la guerre du Vietnam, une image qui hante la mémoire de toute une génération. À l'heure où tout un chacun porte son propre regard sur le monde via son téléphone portable et diffuse quasi instantanément sur les réseaux sociaux des images prises aux quatre coins du monde, on peut se demander quel est le statut du photoreportage dans la vision que nous avons aujourd'hui de la réalité. Jean-François Leroy, directeur artistique et cofondateur de Visa pour l'image, festival de photojournalisme à Perpignan. Faut arrêter, même si certains l'entretiennent, faut arrêter cette espèce d'amalgame entre journaliste et artiste. Où on fait du journalisme, du témoignage, où on est artiste conceptuel. Je veux montrer la misère du monde parce que le truc... Merde. Vous êtes artiste ou vous êtes journaliste. Si vous êtes journaliste, vous n'êtes pas un artiste. Ça, je suis désolé. Pour moi, la frontière, elle est très claire. Vraiment. Moi, ça, c'est une photo que j'adore parce que le soldat Dustin Hill, c'est son nom, est revenu d'Irak. Il a perdu une main. Il a été cramé par l'explosion d'une mine. Il est complètement défiguré, il n'a plus d'oreilles, il n'a plus de mains, etc. Et il est avec sa fille, et sa fille le regarde comme le plus beau papa du monde. Et pour moi, ça, c'est la vie qui renaît. Et il dit, Dustin Hill, il dit merci à mes blessures, à cause de ça, je peux m'occuper de ma fille, m'occuper d'elle et la voir grandir, donc je ne regrette pas ce que j'ai vécu. C'est la vie qui reprend. Yanis Berakis, quand il fait les migrants en Europe, il est vraiment pas artiste, mais n'empêche que c'est un super photographe, c'est un super journaliste. Mais maintenant, est-ce que vous avez envie de mettre une photo d'Yanis Berakis à votre mur dans votre salon ? J'espère que non. Ça ne veut pas dire que son boulot n'est pas nécessaire et indispensable. Mais les photographes, ils sont là pour témoigner. Et malheureusement, c'est pour ça, je vais précéder votre question, mais est-ce qu'une photo peut changer le monde ? Bien malheureusement, non. Aylan, je me souviens, le 3 septembre, nous, on était à Perpignan, on a montré cette photo. Le jour où on l'a eue, ça a été un silence de mort. Et dès le lendemain, on a vu, non, attends, plus jamais ça. C'est ignoble. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Moi, j'ai un photographe turc qui m'envoie 3 photos de mots morts par jour. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Oui, on va monter. On va assouplir la politique des visas pour les Turcs, mais en échange, on leur donnait 3 milliards, on va leur donner 6 milliards d'euros pour qu'ils reprennent les migrants qui arrivent en Grèce, mais qui nous en renvoient. Les mecs, réveillez-vous, quoi. Enfin bon, je trouve ça juste abominable. Une image, vous l'avez dans la tête. Un film, vous n'avez jamais qu'une image dans la tête. Vous avez un visage, vous avez une atmosphère. Mais la photographie, elle est dans votre tête. Le républicain espagnol, tout le monde l'a en tête. Et la photographie de ce petit garçon échoué sur une plage, tout le monde la connaît, tout le monde l'a en tête. Et en même temps, brusquement, tout le monde a dit « ça c'est intolérable ». Et quelques semaines après, tout le monde a dit « oui, mais il faut mettre des grillages, oui, mais il faut mettre des murs, on ne veut pas des gens chez nous ». Moi,
je compare souvent l'exil à une poubelle. On prend des individus, on les déchire, on les froisse et on les jette dans la poubelle. Et aller au fond de cette poubelle pour récupérer ces morceaux de vie nous permet de révéler là où l'humanité est la plus dure, mais souvent là où elle est la plus vraie. Je trouve qu'il y a beaucoup de points communs. Qu'entre les camps d'Argelès et à Calais, les barbelés derrière lesquels les enfants se trouvaient, quoi. Ils étaient comme nous à 15-25 ans. On a fui la guerre. On ne veut aucune guerre. Et on a été pris par Daesh, on a été pris par la Syrie. Et on s'est évadé chaque fois. On ne veut pas participer à ces combats fratricides. Et donc, laissez-nous. On travaillera pour vous. On travaillera dans votre société. Ça ne vous gênera pas. Mais laissez-nous rentrer. Voilà ce que signifiaient les mots et les images de Moros, qui ont un écho aujourd'hui extraordinaire. Et c'est pour ça que je suis allé à Calais. J'ai dit, il est allé là-bas, aux portes de Barcelone. Il est allé voir tous ces réfugiés. Et moi, je ne peux pas laisser Calais sans moi. Et donc, je suis parti comme ça faire cette enquête à Calais. Voilà. Mais je retrouve beaucoup de similitudes. Et en même temps, annonciateur d'une catastrophe, mais c'est la relevada. Après, on se relève. On va se retirer. Il va y avoir des moments durs, mais l'Europe va renaître. La France va se rajeunir. La France va retrouver une nouvelle jeunesse. Voilà. En gros, c'est ça que j'ai compris et je peux partir en paix, l'ayant vu. France 3. C'est dans celle-là au hasard. Peut-être que ça me donnera des idées. Attention, calamiteuse révélation sur le libre cours Gaït, tout de suite sur France 3. On n'est pas ennemis. Ce programme sera diffusé en audio-description. Vous l'avez soutenu dans la saison 1. Votre stagiaire préféré revient enfin sur France 3. Ah. Nouveau juge. Heureusement qu'il y a des stagiaires dans ce palais. Je présente le juge Delcourt. Il est mignon. Nouveau défi. Venez, j'ai besoin de vous. Vous avez dormi là? Nouveau dossier. Je ne veux plus aucun classeur de couleurs. Mais Michel Bernier reste la même. Et toi, ta journée? La routine. Saison 2 inédite, demain à 20h55. La stagiaire dont tout le monde rêve ne se trouve que sur France 3. Le feu, c'est moi qui l'ai vu le premier. Je me suis dit, mais il faut faire quelque chose. Alors, j'ai fait le numéro des pompiers. Le pompier, il m'a demandé, qu'est-ce qui se passe? Il y a un feu dans la cour de mon immeuble, c'est dans le bac à sable. Le pompier, il était pas sûr, il croyait que je faisais une blague. Mais si, c'est des petites flammes, et la fumée, elle est très très noire. Dépêchez-vous!
Quand le gosse il appelait, moi j'étais en bas dans le garage en train d'entretenir le matériel. C'est mon collègue qui a décroché. Au début, le collègue il ne l'a pas cru. On a reçu plein d'appels le mercredi tantôt. Mais tout de même, c'est notre boulot d'aller vérifier. Quand on est arrivé sur le lieu, on a tout de suite vu que le gosse il n'avait pas menti. Ce feu, c'était pas de la blague. On a tout essayé, rien ne marchait. Les flammes reprenaient sans cesse. Entre collègues, on se demandait ce qu'il y avait sous ce bac à sable. Mais on n'a pas eu le temps de réfléchir. À ce moment-là, la terre s'est mise à trembler et le feu s'est propagé dans les bâtiments tout autour. Quand la terre a tremblé, j'étais en train de m'entraîner. Et ma première réaction, je te jure, ça a été de trouver ça super excitant. Alors, j'ai posé mon fusil et je suis sorti pour voir ce qui se passait. Dehors, ça tremblait de partout et ça tombait dans tous les sens. Et au fond de moi, je me disais, mais c'est une chance incroyable que j'ai de vivre un tremblement de terre en vrai. Moi, j'étais pas là quand c'est arrivé. J'ai tout de suite fait demi-tour et je suis revenue le plus vite possible. Dans le centre du village, j'ai vu l'endroit d'où venait la fumée. Un trou assez petit, mais avec des grandes flammes. Les gens, ils disaient que c'était l'ancien bac à sable, mais ça ressemblait pas du tout à un bac à sable. Ça, c'est sûr. J'aurais bien voulu aider, mais même les pompiers faisaient que regarder. Alors, je suis allée me coucher. C'était le matin et j'étais en train de me préparer. Là, il y a ma fille qui m'appelle. Maman, la neige est toute chaude. La neige est toute chaude? Je me rappelle très bien. Je suis sortie et j'ai bien vu que ce n'était pas de la neige, mais plutôt un genre de cendre, un peu grasse, un peu gluante, assez dégueulasse. Au même moment, dans le ciel, les pigeons faisaient des sortes de figures curieuses. Ça m'a sérieusement inquiétée. Et je me suis dit qu'on devrait aller se réfugier dans un village voisin. Mais comme il n'avait vraiment pas de place, j'ai dû trouver une autre idée. Pas de panique. J'ai décidé de décréter des vacances exceptionnelles d'une durée illimitée et à partir de tout de suite. Je répète, vacances illimitées et à partir de tout de suite. En fait, mon père, c'est le dernier de tout le village à être parti en vacances. Mon père, il a fait comme d'habitude. Il a coupé l'eau, le gaz et l'électricité. Après, il a rempli à ras-bord la gamelle des chiens et des chats. Parce que les chiens et les chats, ils n'ont pas besoin de partir en vacances. Et après, il est venu nous rejoindre dans la forêt.